Salut à tous, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans ce nouvel épisode des Purs Mondays avec Amphora. Aujourd'hui, on va faire un topo complet sur l'alimentation, sur les bases de l'alimentation et on va étudier en détail le rôle et la structure des macronutriments et des micronutriments. On va donc parler en détail des protéines, glucides, lipides, également parler des fibres, ainsi, c'est souvent oublié, que des vitamines et des minéraux, sans oublier l'eau. Vous êtes prêts ? C'est parti! Alors, on va commencer par les macronutriments. Les macronutriments sont les blocs constituant notre alimentation et les principales sources énergétiques qui se trouvent dans notre alimentation et qui vont nous servir à alimenter notre corps en énergie. Ils se composent donc de 3 variables différentes, les protéines, les glucides et les lipides. Je vais vous détailler chacune de ces 3 catégories, comprendre un peu leur rôle, comprendre leur structure, comprendre quelles sont les bonnes sources de ces 3 sources énergétiques dans notre alimentation pour savoir comment optimiser tout ça et ensuite on verra les vitamines et les minéraux. Alors tout d'abord, le macronutriment préféré de tous les sportifs, les protéines. Yeah buddy! Pour faire simple, les protéines sont des macromolécules biologiques composées d'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés reliés entre eux par des peptides, des liaisons peptidiques. Ces acides aminés sont donc les blocs constituants des protéines, il y en a 20 au total. Sur ces 20 acides aminés, on a des acides aminés non essentiels que le corps peut produire lui-même, mais on a aussi des acides aminés dits essentiels que le corps ne peut pas produire et qu'il faut donc impérativement apporter par le biais de l'alimentation. Ces acides aminés sont au nombre de 8. Alors si ça vous intéresse de retenir ces 8 acides aminés essentiels par cœur, vous savez que j'aime bien la petite gymnastique mentale et les petits trucs mémotechniques. Il y en a un excellent que je viens de trouver dans le super bouquin écrit par mon ami Fred Monpeau et la diététicienne Olivia Meus et qui est le trait lyrique Tristan fait vachement marcher Iseut. Leucine, trait, tréonine, lyrique, lysine, Tristan, tryptophane, fait, phénylalanine, vachement, valine, marché, méthionine et Iseut, isoleucine. Comme ça, vous avez tout. Boum! Merci Fred et Oliva. Ça, c'est pour les acides aminés. Donc, les acides aminés composent les protéines. Pourquoi les protéines constituent-elles un macronutriment si important? Tout simplement parce que, comme les glucides et les lipides, elles jouent des rôles essentiels pour notre organisme et donc elles sont extrêmement importantes dans notre alimentation. Rôle essentiel des protéines, un rôle structurel. Tout ce qui compose notre organisme en termes de tissu conjonctif, en termes de muscles, en termes de cellules est constitué de protéines. Donc c'est absolument essentiel. Un rôle moteur. Toutes les protéines contractiles, tout ce qui bouge pour créer du mouvement et de la tension et résister à un stress mécanique dans votre corps, l'actine, la myosine, toutes les fibres musculaires sont constituées de protéines. Donc c'est extrêmement important. Il y a énormément d'hormones qui sont constituées de protéines également. Et enfin, les protéines ont évidemment un rôle énergétique puisque 1 gramme de protéines équivaut à 4 kilocalories. 1 gramme, 4 kilocalories pour les protéines. Voilà pour les rôles. Pour ce qui est des sources, vous savez qu'on trouve des bonnes sources de protéines dans la viande, les poissons, les laitages, tous les légumes secs et légumineuses, donc dans en fait pas mal de trucs. Pour ce qui est des apports concernant les sujets sportifs, si vous regardez cette chaîne, c'est à vous que je parle, on conseille environ entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines par jour. Ma recommandation à moi, et je vous l'expliquerai à l'occasion d'un prochain Pure Monday, se situe exactement à 1,8 grammes par kilo de poids de corps et par jour, ce qui permet d'optimiser son apport protéique tout en gardant une marge de manœuvre pour limiter la casse dans toutes les situations. Prochain Pure Monday. On a parlé des apports, on a parlé des sources. Maintenant, il y a un petit point important à faire sur les protéines qui est la valeur biologique des protéines, leur biodisponibilité et leur potentiel de digestion. Il faut bien comprendre qu'une protéine est une protéine, certes, sauf que toutes les protéines n'ont pas la même valeur biologique, tout simplement parce qu'elles n'ont pas toutes le même profil d'acides aminés. Certaines les contiennent toutes, on les appelle des protéines complètes, comme l'œuf, comme certaines viandes par exemple. D'autres, en revanche, sont un peu moins bien pourvues en certains acides aminés, voire dépourvues complètement d'acides aminés. C'est la raison pour laquelle il faut essayer d'apporter à votre alimentation des protéines les plus complètes possibles, ou alors, si vous êtes végétarien par exemple et que vous ne pouvez pas manger de produits animaux ou d'origine animale, il va falloir jouer en mixant les sources de protéines pour pouvoir éviter les carences et les déficiences en acides aminés. La valeur biologique la plus élevée, donc la protéine de référence, est l'œuf. Elle a une valeur biologique de 100%, c'est la protéine la plus complète et elle a aussi une valeur de digestibilité de 100. Afin d'évaluer la valeur biologique d'une protéine dans votre alimentation, il y a un indicateur qui est extrêmement pratique, c'est le PDCAAS. Attention, tenez-vous bien, PDCAAS stands for Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Tout simplement la qualité d'une protéine en fonction de sa teneur en acides aminés
modifié et pondéré par son degré de digestibilité. L'œuf est encore numéro 1 ici. Les protéines de notre alimentation peuvent donc être évaluées et classées sur cette échelle du PDCAAS, échelle dominée par l'œuf. Et ensuite, ça descend. Vous avez l'œuf, le lait de vache, les viandes, poulet, bœuf, le soja, le blé et jusqu'aux lentilles par exemple, dont l'indice est de 0,52. Voilà, ça vous donne une idée globale sur les protéines. Les protéines en poudre, c'est vrai, j'en ai pas parlé, c'est à mon sens tout simplement une source de protéines comme une autre que vous pouvez ou pas, si c'est pratique pour vous, inclure dans votre alimentation. Si vous voulez un point de vue objectif sur la question, allez voir ma vidéo, les protéines, la vérité sur les protes, que je vous mets juste ici. Elle date, mais elle est toujours en référence. Deuxième macronutriment extrêmement important, les glucides. Glucides, le mot glucide vient du grec glucos, qui veut dire doux. On s'en serait douté. Les glucides constituent la principale source d'énergie pour notre corps. Point barre. Le corps et les muscles fonctionnent principalement grâce à l'utilisation du glucose qui est un dérivé des glucides. Les glucides sont donc des chaînes plus ou moins longues de monosaccharides, donc qui mis bout à bout constituent des polysaccharides. Polysaccharides qui sont digérés et break down into pieces lors de la digestion par les enzymes digestives. Donc l'apport en glucides de l'alimentation grâce au processus de la digestion permet de fournir au corps, aux muscles et aux organes qui en ont le plus besoin du glucose. Certains organes, notez-le bien, sont dits glucodépendants tout simplement parce qu'ils sont essentiellement alimentés en glucose. Sans glucose, ils ne peuvent pas fonctionner. On pense au cerveau, on pense au système nerveux central et on pense également aux globules rouges. Alors pour ce qui est de notre alimentation, petit coup de projecteur sur les glucides et petit tri entre mythe et réalité. Dans les années 90 et 2000, on a souvent entendu perpétrer la notion de glucides rapides et glucides lents, sucre rapide et sucre lent. Vous vous souvenez avoir entendu ça certainement des dizaines de fois à tort et à travers. Tout simplement parce qu'il y a certains glucides qui sont considérés comme des sucres lents, comme par exemple le pain, et qui en fait, au fur et à mesure des processus d'industrialisation successifs, se voient transformés en glucides rapides et en sucre rapide, notamment par le retrait des fibres, notamment par l'ajout de farines qui sont complexifiées et qui accélèrent l'assimilation et la digestion. Donc raisonner aujourd'hui en termes de sucre lent et sucre rapide, c'est pas forcément malin et c'est un petit peu casse-gueule parce que c'est pas tout à fait pertinent. Ce qu'il vaut mieux considérer comme variable, c'est l'indice glycémique d'un glucide. L'indice glycémique, c'est tout simplement l'indicateur de la vitesse à laquelle l'ingestion de ce glucide et sa consommation va impacter la modification de votre glycémie, c'est-à-dire la modification de votre taux de sucre dans le sang. Donc l'idée des glucides pour pouvoir être en pleine santé, c'est d'avoir un apport glucidique en relation avec son activité physique. Plus on a une activité physique, musculaire et énergétique intense, plus on va pouvoir ingurgiter de glucides. En gros, plus vous pratiquez de sport, plus vous pouvez manger de glucides. Et quand on n'en a pas, tout simplement essayer de maintenir sa glycémie à flot et à un rythme constant en évitant de consommer des produits à un indice glycémique trop élevé pour éviter ce système de pic de glycémie, pic d'insuline, crash de glycémie, coup de fringale, coup de fatigue, coup de pompe et ainsi de suite. Quelques facteurs importants qui influencent l'indice glycémique d'un aliment. Plus les sucres sont complexes, plus ils vont être digérés de façon lente. Plus les sucres sont simples, plus ils vont passer dans le sang rapidement. Plus vous aurez de fibres dans un aliment, plus l'indice glycémique va être faible. Et plus vous aurez de lipides dans un aliment, plus l'assimilation va être ralentie et plus l'indice glycémique et donc l'impact sur la glycémie va être faible. Autre point extrêmement important, c'est que plus un aliment a été modifié industriellement, plus son indice glycémique va être élevé et plus sa digestion va être accélérée. Tout ce qui est soufflé, comme par exemple les céréales du petit déjeuner, les cornflakes, tout ce qui est précuit, le riz, cuisson rapide, tout ce qui va être mixé, broyé, les farines blanches, etc. Tout ça va augmenter l'indice glycémique d'un aliment et donc avoir un impact néfaste sur votre glycémie et sur vos sécrétions d'insuline. Pour vous fournir quelques repères très simples dans votre alimentation de tous les jours, du côté des indices glycémiques très élevés, on va avoir majoritairement des produits industrialisés. Le pain, les céréales du petit déjeuner, les purées en flocons, les sodas, évidemment les gâteaux, les bonbons, les plats préparés et ainsi de suite. Idéalement, j'aimerais que vous privilégiez davantage des aliments naturels, sains et avec des indices glycémiques plus bas qui vont impacter de façon moins négative votre glycémie. Comme les légumineuses, les légumes secs en tout genre, les fruits et les légumes par exemple. Ça, c'est des bien meilleures sources de glucides qui vont vous permettre de développer une glycémie saine sur le long terme et de ne pas créer ce système de pic, crash et ainsi de suite. Voilà pour les glucides. Troisième catégorie de macronutriments, les lipides ou les fats, les graisses. Très souvent diabolisés, surtout dans les années 80 et 90 où on pensait que les lipides étaient l'ennemi numéro 1 de la santé publique mondiale. Maintenant, on se rend compte que les lipides sont extrêmement importantes et qu'elles ont un rôle déterminant dans bon nombre de systèmes et de fonctionnement de notre organisme.
Premièrement, elles ont un rôle de constitution hormonale. La plupart des hormones sont constituées de lipides. Deuxièmement, elles ont un rôle de constitution des membranes cellulaires et de l'intégrité physique des cellules. Pour avoir des bonnes cellules qui fonctionnent bien et qui communiquent bien entre elles, il faut avoir une bonne qualité de lipides dans son alimentation. Troisième rôle extrêmement important, c'est qu'elles ont un rôle de transport des vitamines qui sont liposolubles, donc qui se dissolvent dans les lipides. J'ai nommé les vitamines ADEK, A-D-E-K. Et dernier rôle extrêmement important, c'est que les lipides ont un rôle énergétique. 1 gramme de lipides est égal à 9, comme ça, kilocalories. Vous vous souvenez, 1 gramme de protéines, 4 kilocalories, 1 gramme de glucides, 4 kilocalories, 1 gramme de lipides, 9 kilocalories. Donc plus de 2 fois plus calorique. Donc elles ont un rôle énergétique extrêmement important. Vous allez me dire, ouais mais alors il faut les limiter. Non, il faut optimiser leur utilisation pour avoir tous les bénéfices santé des lipides sans non plus souffrir de l'excès calorique qu'elles peuvent apporter. À savoir que bon nombre d'organes sont extrêmement dépendants des lipides. Le cerveau, par exemple, à titre indicatif, est constitué de plus de 60% de lipides. Donc si vous n'avez pas de lipides dans votre alimentation, devinez ce qui se passe. Brain dead. Donc les lipides sont extrêmement importants. Il y en a plusieurs classes que je vais différencier et vous expliquer tout de suite pour comprendre quelles sont les bonnes sources de graisse, quelles sont les mauvaises sources de graisse, quelles sont éventuellement les sources de graisse à limiter et quelles sont celles à optimiser. Les mauvaises graisses sont les graisses saturées, mais elles ne sont mauvaises que si elles sont consommées en excès. Le souci, c'est que notre régime continental et européen a souvent tendance à privilégier ces graisses-là dans les viandes grasses, dans les fromages, dans les pâtisseries industrialisées, etc. Mais une bonne consommation de bonnes sources dans les bonnes quantités de lipides saturés est une bonne chose pour l'organisme. On pense par exemple à la noix de coco qui permet d'optimiser tous ces fonctionnements-là. Le problème, c'est que si vous avez un excès de consommation de graisses saturées, forcément vous allez vous exposer à des risques cardiovasculaires qui sont pas dingues. Donc essayez de limiter les apports de ces graisses-là en optimisant éventuellement une consommation en petite quantité avec des bonnes sources comme par exemple la noix de coco. Deuxième catégorie, les lipides monoinsaturés et polyinsaturés. Là, on est dans les bonnes graisses, les oméga 3, les oméga 6 et donc dans les bons apports lipidiques. Ces graisses-là ne doivent pas être diabolisées, absolument pas, tout simplement parce qu'elles sont essentielles pour limiter l'inflammation, pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires, pour limiter les pathologies neurocérébrales et ainsi de suite. Ces lipides ont un rôle essentiel sur l'abaissement du risque de maladies cardiovasculaires, sur l'optimisation de la lutte contre l'inflammation et sur le fonctionnement des systèmes cérébraux, nerveux et de la vision. Donc absolument essentiel. On trouve ces lipides-là, monoinsaturés et polyinsaturés, qui sont les oméga 3 et les oméga 6, dans toutes les graisses d'origine végétale, les bonnes graisses d'origine végétale, c'est-à-dire toutes les huiles végétales, tous les oléagineux, ainsi que dans les poissons gras. Donc par pitié, ne négligez pas vos apports en lipides, ils sont extrêmement importants pour le fonctionnement de la performance du cerveau et de l'organisme en général. Si vous voulez au quotidien profiter d'un fonctionnement optimal de vos systèmes cardiovasculaires, cognitifs, cérébraux, hormonaux, etc., optimisez votre consommation de lipides pour des bons lipides, la bonne marque étant 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et par jour. Donc pour moi qui fais 70 kg, à peu près 70, 75, 80 grammes de lipides par jour est un excellent marqueur. Voilà pour les lipides. Maintenant, on va s'attaquer aux micronutriments qui sont très souvent négligés, que sont les vitamines et les minéraux. Les vitamines et les minéraux sont tout simplement des substances essentielles à notre organisme qui doivent donc à ce titre être apportées tous les jours par notre alimentation pour la bonne et simple raison que le corps n'est pas capable de les synthétiser et de les produire lui-même. Dans les vitamines, nous avons des substances qui ont toutes des rôles extrêmement différents, mais qui sont essentielles à apporter tous les jours. Notez qu'idéalement, une alimentation variée et équilibrée devrait pouvoir couvrir tous nos besoins en vitamines et en minéraux. Si vous avez besoin théoriquement de vous supplémenter, c'est ou que vous êtes un sportif de très haut niveau et que vous avez du coup, du fait de l'extrême activité sportive que vous avez, des carences qui peuvent se provoquer dans certaines vitamines et minéraux, mais c'est très rare. Sinon, c'est que vous avez une alimentation qui n'est pas assez variée et équilibrée. Donc globalement, tablez sur l'alimentation avant de réfléchir à un complément alimentaire, gélules et ainsi de suite. Quels sont les rôles des vitamines? En fonction des vitamines, ils ont des rôles très différents. La vitamine C, par exemple, est idéale pour optimiser la cicatrisation et l'optimisation de la qualité des tissus conjonctifs. Vous savez, les fascias, les aponevroses, les tendons et ainsi de suite. La vitamine A, quant à elle, par exemple, optimise l'acuité visuelle, la croissance chez les enfants et les ados et a un rôle extrêmement important sur l'immunité et les barrières immunitaires. La vitamine D, quant à elle, sert à la sécurité
sécrétion du calcium et la minéralisation des os. Les vitamines B1, B2, B3, B6, B12 servent globalement à tout un tas de processus, notamment l'optimisation, le transport et l'utilisation de l'énergie dans le corps. Donc les vitamines sont essentielles, elles sont importantes, il ne faut jamais les négliger et c'est la raison pour laquelle il est important de privilégier des aliments qui sont riches en vitamines et minéraux plutôt que simplement des calories vides du moment qu'on tape ces macros, protéines, lipides, glucides. Bam. Ça, c'est un argument énorme en faveur de l'alimentation saine et des produits sains et naturels. Il en va exactement de même pour les minéraux qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme et qu'il va donc falloir apporter en quantité raisonnable tout au long de la journée. À savoir qu'il y a certains minéraux qui sont déjà extrêmement présents dont je vais vous parler, comme le sodium par exemple, et là il va plutôt falloir essayer de limiter sa consommation en sodium plutôt que de l'optimiser. Comme minéraux importants pour l'organisme, qu'est-ce qu'on a? On a le calcium, tout bêtement, qui est extrêmement important pour la constitution des os, la minéralisation des os, mais aussi la minéralisation des dents. Autre rôle extrêmement important du calcium, c'est l'influx nerveux. Vous avez besoin de calcium pour créer de la contraction musculaire dans les muscles et permettre à l'influx nerveux et électrique de se transformer en contraction et en action motrice. Pas de calcium, pas de performance. Donc où est-ce qu'on trouve du calcium? Il faut privilégier des sources végétales de calcium parce que le calcium qui est produit dans les produits laitiers n'est pas forcément optimal pour le corps humain. Les bonnes sources de calcium, les graines de sésame, les poissons gras dans les arêtes des sardines par exemple, il y en a des très bonnes sources, et les amandes et les noisettes par exemple. Le magnésium est extrêmement important pour l'excitabilité du système nerveux et musculaire et également pour le transport de l'énergie. On trouve du magnésium dans pas mal de trucs cool, notamment le cacao en poudre et le chocolat noir. Attention, allez pas bouffer du Galac tout blanc et tout dégueu. Non. Cacao en poudre, chocolat, aussi également dans les amandes et ainsi de suite. Le fer qui joue un rôle essentiel dans la production de l'hémoglobine et de la myoglobine, donc un rôle important pour les processus sanguins et qu'on retrouve dans notre alimentation dans des trucs aussi variés que la viande, les légumes secs, les épinards par exemple ou les germes de blé. À savoir que les femmes ont un besoin en fer beaucoup plus important que celui des hommes, les hommes étant aux alentours de 9 mg par jour, les femmes plutôt aux alentours de 16 mg, notamment à cause de la quantité de sang qu'elles perdent au cours de leur vie. Ça c'est pour le fer. On a également le phosphore qui lui est présent dans la plupart des aliments de notre vie quotidienne, donc on n'a pas forcément à s'en soucier. Le potassium, quant à lui, est extrêmement important, notamment pour les sportifs, tout simplement parce qu'il permet d'optimiser le transport de l'eau dans l'organisme, la qualité de l'influx nerveux, mais également le fait d'éviter les crampes et les courbatures. Le potassium dans notre alimentation de tous les jours se retrouve dans des aliments assez simples, comme les fruits secs, les dattes, les bananes séchées, les figues séchées, les abricots secs, les amandes, les épinards et ainsi de suite. Extrêmement intéressant à optimiser pour les sportifs. Et enfin, on a le sodium. Le sodium, lui, est généralement en excès à cause tout simplement de l'hyper-industrialisation de notre alimentation et on a trop de sodium par rapport à nos besoins réels. Donc l'idée, c'est de limiter les aliments trop industrialisés qui sont déjà très riches en sodium, très riches en sel, pour pouvoir privilégier des aliments sains et naturels qui, eux, ont une contenance en sodium plus modeste. Évitez donc le pain, les charcuteries, les fromages, toutes les sauces industrielles et tous les plats préparés, les viandes et les poissons fumés par exemple, qui sont déjà naturellement très riches en sodium. Évitez de ressaler les plats avant même de les avoir goûtés. Je sais que c'est un réflexe que généralement on a mais qui est pas optimal. Et pour votre consommation de sel, faites-la en fonction du goût. Essayez de goûter d'abord puis de ressaler si besoin et changez un peu la nature du sel que vous rajoutez dans vos aliments. Plutôt que de prendre du sel blanc de table qui est pas dingue pour l'organisme, essayez de privilégier plutôt du sel coloré, du sel rose de l'Himalaya, du sel gris et ainsi de suite qui sont bien meilleurs pour l'organisme. Les soucis d'une hyperconsommation de sodium sont tout simplement l'hypertension artérielle, l'augmentation des risques cardiovasculaires ainsi qu'une acidification de l'organisme qui est pas top, surtout pour les sportifs. Donc se prémunir d'une surconsommation de sodium et une surconsommation de sel permet de se prémunir de ces risques-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive, j'espère qu'elle vous a appris des trucs, j'espère qu'elle vous a éventuellement fait sourire et j'espère qu'elle vous a permis de vous poser les bonnes questions quant à notre alimentation et quant aux besoins réels de l'organisme en macronutriments, en micronutriments. N'oublions pas l'eau qui est un facteur essentiel de santé et de performance. Rappelons surtout pour les sportifs qu'il est essentiel de devancer le signal de la soif et qu'une diminution d'1% du potentiel d'hydratation du corps peut correspondre à 10% de baisse de performance. Donc buvez avant d'avoir soif en quantité importante pour vous prémunir de tous ces soucis-là. Donc si grâce à ma vidéo vous avez appris des trucs que vous connaissiez pas, je vous en remercie. Dites-le moi en commentaire de la vidéo. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous conseille 2 excellents bouquins. Rééquilibrage alimentaire de Bénédicte Lepens, la directrice de l'école dans laquelle j'ai passé mon diplôme de coach,
et Diététique de la musculation, écrit par mon ami Fred Monpeau et la diététicienne Olivia Meus, qui vous permettront d'avoir les clés d'une alimentation saine et équilibrée pour aller plus loin dans votre hygiène de vie. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous retrouve demain matin 6h du mat avec le sourire et un petit peu plus malin que d'habitude pour une nouvelle vidéo sur Strong and Fit by Antoine, plus fort et plus fit. Bam!